Planète Vagabonde est un média indépendant qui propose une information 100% humaine, originale et inspirante pour vivre libre et avec enthousiasme. Merci de donner de la valeur à mon travail et de me soutenir en adhérant à mon média pour 9 francs par mois seulement. Voilà, bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Avant de démarrer cet entretien, je le fais pas souvent. Alors pour une fois, je me fais ce petit luxe de faire un peu publicité pour mon média en ligne, Planète Vagabonde, Hmm. parce que Planète Vagabonde, ce n'est pas que cette chaîne YouTube qui offre un contenu gratuit, mais c'est surtout un média en ligne par souscription, 9 francs par mois, grâce auquel j'aimerais vivre à plein temps. Et raison Mhm. pour laquelle, si vous êtes heureux de ce que je propose, ben merci de me soutenir en parallèle en souscrivant à mon média en ligne Planète Vagabonde. Et puis, j'ai aussi une autre demande à faire à tous mes abonnés, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous êtes content de ce contenu qui vous est offert, eh bien, ne rouspétez pas trop sur les publicités. C'est aussi une manière pour nous de vivre de ce que nous vous offrons, de pouvoir vous offrir un contenu de qualité. Donc, c'est un petit peu le prix à payer de votre côté aussi. Et si ça ne va pas, ben, voilà, personne ne vous oblige à nous écouter. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Je voulais aussi rappeler une chose importante, c'est que aussi bien au cours de cet entretien et d'ailleurs des prochains entretiens à venir, comme du contenu de mon média en ligne Planète Vagabonde, j'ai cœur à partager une actualité positive, surtout positive, inspirante, avec un décodage multidimensionnel, parfois holistique si c'est possible, de l'actualité. Pourquoi? Pourquoi apprendre à décortiquer l'information selon plusieurs niveaux de lecture? C'est pour justement nous aider à sortir des pièges tendus par la guerre des narratifs et des scénarios qui nous tiennent sous leur contrôle et qui cherchent aussi à nous abrutir si nous ne Mhm. restons pas extrêmement vigilants et centrés sur notre souveraineté intérieure. Et ça, c'est toi-même quelque chose que tu sais très bien faire, Sylvain, de prendre du recul sur Oui. ta lecture de l'histoire. Ouais. Alors maintenant, je me tourne vers toi. Mhm. Mon ami au Canada, à Québec, Oui. précisément, depuis ta jolie chambre d'hôte. Donc, Ouais. vous l'attendiez depuis longtemps, Sylvain Laforêt. Vous avez été très nombreux à m'écrire pour me dire, mais quand est-ce que tu fais revenir Sylvain? Alors, le voici sur un plateau d'argent. Oui, c'est ça. Je Je te vais le presse. servir comme le cochon au lait. C'est vrai qu'il y a de avoir des bonnes Manque la à part. grignoter chez toi. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, on n'en manque pas. Et puis une bonne poignée d'amour. Oh, Oui, c'est ça. moi aussi, t'inquiète. Mhm, Alors, mhm, donc, juste pour présenter en quelques mots, on le rappelle que tu es un journaliste québécois indépendant. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages incisifs, dont le premier livre fut Déprogrammation, puis Guerre et mensonges, ou L'huile de nos serpents. Et puis pour l'Europe, mhm. pour l'instant, il n'y a que l'option e-book en français et en anglais, mais c'est déjà pas mal. Oui, 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 ben oui. Et donc, Sylvain, Mhm, tu es devenu pour une immense partie du public francophone une voix dissidente, très appréciée dans le paysage médiatique géopolitique, puisque à travers tes analyses, tu déconstruis des narratifs officiels, justement, tu explores les manipulations informationnelles, tu soutiens mhm, une grille de lecture multipolaire du monde où certains grands dirigeants de cette planète ne seraient pas les pantins d'un système, mais peut-être même ces démolisseurs organisés. mhm. Bienvenue, cher Sylvain, pour une mise à jour de la géopolitique internationale sur Planète Vagabonde. Alors d'abord, comment Mhm. vas-tu?
Pleine forme, pleine forme. On travaille beaucoup. Comme tu sais, on a un gîte, Caro et moi, ma copine, et un gîte avec 5 chambres en location dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. Et ça fonctionne à plein Ouais. depuis l'ouverture. Donc, c'est beau, c'est beaucoup de travail. Puis, ben, entre-temps, je continue à écrire mon quatrième livre, là, qui va s'appeler Ah, le Plan américain. Mais là, c'est à petit feu en ce moment, là. Quand on a des pauses, je réussis à coller quelques chapitres rapidement. Mais là, c'est une demi-heure par jour, 1 heure par jour, là, quand j'ai la force en fin de journée ah de bah m'y ouais. mettre. Ouais, Ok. ouais, parce que c'est une matière aussi qui est compliquée. Puis j'ai fait plus d'1 an de recherche. Donc, à chaque chapitre, j'ai une masse de recherches assez imposante à classer, décortiquer, comment je raconte ces histoires-là, etc., etc., là. Ah, Donc, c'est du travail. c'est Hmm. d'autant plus compliqué que ça change vite et Oui, presque tous les jours, donc pas facile d'être à jour quand tu vas sortir ton livre. ça Bon, change vite, mais ça va toujours dans le même sens que j'ai parlé depuis le début. ok. Donc, Alors ça, ouais, c'est intéressant. Ah, très bien, ben, je me réjouis de t'écouter. Donc on va ouais. commencer par la question qui brûle sur toutes les lèvres de nos auditeurs. Et je te Mhm. rappelle qu'on a affaire à un public averti et déjà bien renseigné. Donc Ouais. on va droit à cette première question. Qui se cache vraiment derrière Donald Trump? Parce que, en effet, alors là, je m'excuse, je vais faire une toute petite, un petit détour, mais après, je ne te coupe plus. Tu as la mission Ah qui est non, non, faite non, à non, toi. non, tu peux me C'est juste couper. pour l'intro. Oui. Alors, qui est vraiment derrière Donald Trump? Parce qu'il a quand même fait de nombreux déçus parmi tous ses sympathisants, notamment ses électeurs et les patriotes. Il avait promis d'éradiquer la corruption à Washington et de mettre fin à l'influence des lobbies et du deep state. À ma connaissance, aucun démantèlement de la CIA, de la NSA ou du FBI ou autre agence n'a été vraiment opéré. Il avait promis de dénoncer l'influence de l'industrie pharmaceutique et de faire baisser le prix des médicaments. Il semblerait qu'il n'y ait aucun changement structurel, les prix restent très élevés. Trump a également signé des contrats massifs avec Pfizer et Moderna pour les vaccins, sans contrôle sur les tarifs. Big Pharma a vu ses profits exploser quand même sous son autorité. Il avait Mhm. dit qu'il allait protéger la vie privée des Américains. Apparemment, il n'y a eu aucune grande réforme sur les lois de surveillance, notamment Patriot Act, la FISA, etc. On raconte qu'avec le Dodge, il aurait fait le ménage au sein de l'administration, n'est-ce pas, avec USAID. Mais on se demande finalement s'il n'a pas ouvert la voie à une nouvelle version de gouvernement dirigé par les algorithmes, notamment à travers Palantir. Son vice-président est directement lié à ces gens-là. Voilà quoi, il y a vraiment beaucoup de questionnements aujourd'hui et je crois que vraiment tout le monde sera pendu à tes lèvres pour avoir ton avis et je te demande de me répondre un peu point par point sur ces Ouais. failles apparentes, hein, apparentes, Deep State, Big Pharma, contrôle citoyen, gouvernement digital. Je t'écoute. Wow, ok, bon, c'était c'est un gros programme. Ouais. Euh, Bon, il faut commencer aussi par savoir que en ce moment, ben, en fait, depuis le début de la pandémie, quand il y a une grosse opération comme ça qui se met en place et l'idée de la pandémie de COVID, au fond, était d'instaurer un système de surveillance, un système de contrôle des populations et surtout s'assurer de l'obéissance des populations et tout ça. Et quand les agences d'espionnage de style CIA, MI6 ou Service secret français, bon, s'engagent dans un truc comme ça, parmi les premières choses qu'ils vont faire, c'est infiltrer leurs agents dans les groupes dissidents. OK? Et au fond, tout ce que tu me racontes de Trump en ce moment, c'est c'est beaucoup ces agents dormants-là qui ont été placés et qui, en fait, sont mandatés pour essayer de maintenir
l'espèce d'empire du mensonge, là, de le maintenir en se croisant les doigts que le Trumpiste va mourir avec Trump. Donc, qu'il y aurait une échéance qui serait 2028. 2028, donc, et que d'essayer de maintenir le fort jusque-là. Mais évidemment, si le Trumpisme est pour continuer, l'Empire va finir par se désagréger de toute façon. Donc, ils en sont un peu à leurs dernières armes. Et c'est un peu pour ça que à peu près tout le monde en ce moment est complètement désinformé sur ce qui se passe. Non seulement les gens qui écoutent les médias mainstream, sont, ben, eux, ça n'a jamais arrêté finalement. Ils sont de moins en moins nombreux, mais il n'y a rien qui a changé pour eux. Mais maintenant, dans les gens qui écoutent les médias alternatifs, il y en a de plus en plus qui sont désinformés aussi. OK? Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un bémol sur presque tout ce que tu as dit, parce que il y a plein de choses qui sont en train de se passer et qui sont vraiment des étapes du démantèlement de l'État profond américain, sans qui le globalisme ne peut pas survivre. Bon, donc, et tout ça est en train de se mettre en place et je veux pas te contredire, mais Trump fait le boulot. Il y a personne derrière Trump. Personne. Ce qu'il y a derrière Trump, c'est la fin du mondialisme, la fin du globalisme et la fin de l'empire des banques. C'est pas un politicien dont on tire les ficelles. Je vais donner un exemple, entre autres aussi, c'est que la plupart des changements qu'ils font sont pas apparents. OK? Entre autres, tu parlais de la CIA, démantèlement de la CIA. Bon, en apparence, il a mis 15 000 agents à la porte, là. Bon, ça, c'est factuel. Et tu te dis, OK, mais c'est fini, là. C'est quoi, la CIA peut continuer et tout ça? Ben non, parce que le gros du financement de la CIA est un financement illicite. Bon, il y a une partie qui vient de USAID, toute la partie propagande, la partie révolution de couleur, ça va être financé à travers le USAID. Et évidemment, ça, il y a déjà sabré officiellement là-dedans. Donc, et puis c'est pas de l'argent qui était donné directement à la CIA, c'est de l'argent qui était donné, par exemple, à la NED, la National Endowment for Democracy, qui est une aile de la CIA. C'est de l'argent qui était donné à des ONG de Soros qui faisaient le travail pour la CIA. Et bon, OK, tout ça, c'est donc sabré beaucoup. Il y a beaucoup d'argent qui est disparu, mais surtout, la principale source de financement illicite de la CIA, c'est la contrebande de drogue. Donc, la contrebande de drogue, ça, il s'en cache pas. Il est ouvertement en lutte contre les cartels mexicains, contre les cartels colombiens, qui existent toujours. Le fentanyl, toute la contrebande de fentanyl qui se fait avec le Canada, la Chine, le Mexique, etc., etc. Mais ça, c'est tout du financement de la CIA, là, parce que c'est la CIA qui se chargeait d'introduire tout ça aux États-Unis et qui, après ça, le distribuait aux groupes mafieux et ou gangs de motards qui sont ceux qui vont distribuer à l'intérieur. Puis évidemment, parmi ces groupes-là qui étaient liés à la CIA et qui faisaient la distribution, ben ils sont en train de se faire expulser. Le MS-13 là, qui est renvoyé au Salvador, des gangs au complet, tout ça, c'était les réseaux de distribution de la CIA aussi. Donc, c'est pas apparent ce que ça fait, le résultat de ça. Mais la réalité de ça, la CIA sait très bien que c'est des milliards de dollars qu'elle est en train de perdre, là. Et des milliards de dollars qui serviraient à financer ces opérations. Donc, et on peut voir aussi depuis quelques années quand même, les révolutions de couleurs sont presque toutes endiguées maintenant. Ça fonctionne plus. Donc, puis c'était pratiquement la raison d'existence de la CIA, mais, faire des révolutions de couleurs, renverser des gouvernements qui étaient non complaisants à l'Empire américain. Donc, toutes les tentatives sont endiguées. Je t'en raconte une d'ailleurs que la plupart des gens n'ont probablement pas saisi à l'époque.
Je sais pas si tu te souviens, à une certaine époque, ça doit faire 3 ans à peu près. Il y avait eu un épisode en Chine où à Shanghai, il y avait enfermé tout le monde dans les maisons. Oui, Bon, tu te souviens de ça? absolument. Ce qui était étrange dans toute cette histoire-là, c'est que ça faisait 2 ans que la Chine faisait pratiquement plus de cas de COVID, là. Elle jouait plus à la pandémie du tout. Parce qu'après avoir joué pendant 1 an et demi, elle a arrêté presque complètement. Ben, ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que le maire de Shanghai était très mondialiste et se mettait en place une tentative de révolution de couleur en Chine. Mhm. Donc, en se servant du COVID-0 et de l'enfermement de tout le monde, Xi, en fait, a endigué cette tentative de révolution de couleur-là parce que les manifestations ne pouvaient pas avoir lieu. Donc, l'opération comme telle a été endiguée complètement, mais c'était sous le couvert du COVID-0 de la Chine. Bon, tu vois le genre? Il s'agit de regarder factuellement ce qui se passe plutôt que d'écouter des gens Mhm. qui vous analysent les choses pour vous et qui les prédigèrent comme une maman hibou va faire avec ses petits bébés. Et si on regarde factuellement, le prix des médicaments a effectivement baissé, pas encore baissé de 85%, mais c'est parce qu'il y a des cours qui ont mis des moratoires ou qui ont mis des suspensions et les causes sont pas rendues. Donc, lui, l'intention, elle est tout à fait là et tout ça, mais évidemment, la pharmaceutique a plusieurs avocats et plusieurs cours favorables à sa cause. Donc, ça va baisser. Ce qui est en train de se passer pour les pharmaceutiques, c'est pas du tout positif, là. C'est le drame le plus total et intégral parce que avec Robert F. Kennedy Jr., qui travaille pour Trump, évidemment, ben là, c'est le tsunami là, qui s'en vient. En fait, Robert Kennedy Jr., ce qu'il a fait, il a promis au printemps, il a promis que avant septembre, on connaîtrait la cause de l'autisme. Ah, waouh. Ah. Et donc, septembre, c'est dans 2 mois, Mm. quelque chose comme ça, et peut-être 3. Là, il a donné une entrevue cette semaine à Tucker Carlson en parlant que un médicament contre l'hépatite B avait fait des résultats effroyables et des résultats qui ont été cachés. Et ça a été révélé par quelqu'un qui a participé à cette opération-là. Et le taux d'autisme avait augmenté de 1300%, grosso modo. Donc, c'était 13 fois euh, à cause de ce vaccin-là. Donc, il commence déjà à donner des exemples de ce qui va se passer. Et évidemment, on connaît aussi toute l'histoire de Andrew Wakefield et de Vaxxed, qui était le vaccin combiné, le rubéole, rougeole, oreillon, et qu'on soupçonnait, la composante du thymérosal au mercure, on la soupçonnait d'être à l'origine donc de beaucoup de cas d'autisme. Ben, ça s'en vient aussi parce que Kennedy Jr. aussi avait déjà blâmé, lui, avait repris un peu ce que Andrew Wakefield avait fait dans son étude. Et donc, ça s'en vient tout ça, et ça va être, ça va être une espèce de révolution là, qui va se passer. Et je suis désolé pour les pharmaceutiques, mais c'est peut-être là qu'ils vont sentir le vent de Trump. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il ne peut pas que passer le bulldozer partout. OK? Le démantèlement doit se faire de manière systématique, méthodique. Quand on défait un immeuble, souvent il faut défaire la structure. Tu commences par le haut et tout ça, et oui, tu finis par faire tomber le reste, mais il faut y aller de manière méthodique et le mondialisme, ou mettons le Deep State qui travaillait pour le mondialisme, était infiltré absolument partout, dans tous les départements, dans tout l'appareil gouvernemental et du fonctionnariat là, américain. Donc, ne serait-ce que, entre autres, démanteler la justice. Tu vois qu'il y a encore en ce moment plein de cours qui sont favorables aux mondialistes ou aux démocrates, là, Mhm. comme on le voit.
Et ça complique les choses, là, parce qu'à chaque semaine, là, il y a encore des poursuites. Puis je ne sais pas combien il y a de poursuites en ce moment sur le dos, le gouvernement américain, pour le démantèlement de plusieurs financements du USAID. Puis tout ça ralentit le processus. Tu sais, je dirais, entre autres, il y en a qui vont blâmer Trump de ne pas avoir arrêté Hillary Clinton ou Voilà. arrêté Fauci. Bon, il faut avant changer le système de justice avant de les arrêter pour rien. Et donc, c'est des étapes qui doivent être faites. Mhm. Pour Fauci, justement, RFK Jr. a lancé une super idée cette semaine et il va mettre en place, il devrait mettre en place, là, c'est pas finalisé, mais ça devrait se faire, ce qu'il appelle une commission de la vérité. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la lumière sur la crise COVID et que les gens qui viennent témoigner et dire, livrer tout ce qu'ils savent, vont recevoir l'immunité contre. Et l'idée est de... Fauci ne pourra pas aller chercher l'immunité. L'idée est justement d'aller incriminer le Fauci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qui a été fait. Mais ça aussi, là, on parle d'un tsunami là, de vérité qui va ramasser la planète au complet, en fait. Et ça s'en vient, ça aussi. Mais ce que j'allais dire, là, c'est que, dans le fond, toujours dans la démolition de cet appareil-là, là, qui doit se faire par étapes, c'est qu'il doit faire extrêmement attention à plusieurs lobbies, entre autres, qui sont les deux lobbies les plus influents, en fait, les trois lobbies les plus influents aux États-Unis, c'est la pharmaceutique, le complexe militaire industriel, et l'EPAC, le Congrès juif américain. Et l'EPAC est, mettons, on pourrait dire presque propriétaire de tous les sénateurs et de tous les représentants là, Excuse-moi, qui j'ai sont pas à la compris. Chambre. C'est quoi les packs? De quoi tu parles? L'EPAC, c'est le Congrès juif. En fait, c'est le lobby juif Ok. sioniste, en fait, surtout. C'est ça qui est important. C'est pas tant juif que sioniste. Sioniste, Et absolument. ouais, c'est ça. Et eux, au fond, ils détiennent tellement de pouvoir à l'intérieur du Congrès puis à l'intérieur du Sénat que Trump ne peut pas juste simplement et arrêter le soutien à Israël et faire arrêter Netanyahou ou même attaquer Israël pour les arrêter à cause de ce congrès-là, parce qu'il serait destitué dans la semaine. Donc, il doit manœuvrer tranquillement, puis il doit y aller par étapes, parce que il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès là, quand même, où il doit rester en poste s'il veut continuer à faire le travail, là. Donc, je pense que aussi, il va faire des compromis d'un côté pour pouvoir faire le travail de l'autre. C'est-à-dire, oui, il démolit le deep state, oui, il refait un appareil d'État qui va travailler pour la population, mais il faut qu'il soit en place pour le faire. Donc, il va faire des compromis en attendant à Israël. Par contre, ce qu'ils viennent de faire avec l'Iran, Israël, c'est quand même monumental, là. Parce que je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, mais je le répète quand même assez rapidement. Le plan du Grand Israël a toujours été une clé importante pour le mondialisme parce que on raconte que c'est un plan messianique, mais ça n'a strictement rien à voir avec la Bible là, ou même la croyance de quoi que ce soit. C'est un plan où l'Occident implantait un pion à l'intérieur du Moyen-Orient pour éventuellement aller contrôler tout le pétrole de la péninsule arabe et du Moyen-Orient, gros. Et Comme un donc, ça cheval de voulait... Troie. Comme un cheval de Oui, Troie. comme un cheval de Troie. Et d'ailleurs, on peut regarder historiquement ce qu'Israël a fait depuis sa création, puis c'est la guerre contre tout le monde et tous ses voisins. Et le plan a même été écrit complètement en 1982, a été étalé par un professeur d'université du nom de Oded Yenin, qui est The Plan for Greater Israel, puis le plan du Grand Israël. Et évidemment, il parle toujours pas de pétrole à l'intérieur de ça parce que c'est odieux comme raison pour le faire.
Et on parle évidemment c'est la volonté de Dieu, donc c'est un projet messianique. Mais la réalité, c'est qu'on voulait contrôler le pétrole. Et donc, le plan du Grand Israël, c'est un plan qui est devenu aujourd'hui caduc parce que il y a trop de, les pays limitrophes sont trop récalcitrants. Il y a plus rien à faire. Israël ne peut plus prendre d'expansion du côté de l'Égypte. Du côté de la Syrie, le plan a été bloqué par la Turquie, l'Iran et la Russie combinés parce que les terroristes qui sont en charge de la Syrie, ce sont des terroristes qui travaillent pour la Turquie. Et donc, l'armée turque est beaucoup plus puissante que l'armée israélienne. Donc, Israël est bloqué de ce côté-là. Et c'est une condition sine qua non à l'expansion d'Israël que d'écraser son voisin immédiat. Donc, Israël en fait, Netanyahou est bloqué. L'autre chose aussi, c'est que lui, quand les guerres vont s'arrêter, ben, il va se retrouver avec les procès sur le dos, la fin de l'immunité ministérielle et tout, politique. Et donc, pour lui, il doit continuer la guerre. Et en étant bloqué un peu partout avec le plan d'expansion du Grand Israël, dans le fond, il s'est retourné contre l'intérieur, puis s'est dit au moins on va éradiquer le problème des Palestiniens et on va contrôler nos entrailles. Mais évidemment, il y en a qui se sont quand même battus contre ça. L'Iran s'est battu contre ça. Les Houthis ont défendu aussi contre ça. Et donc, l'option, je pense aussi que Trump a joué un rôle important dans cette question-là, parce que ce qu'il a dit quand il parlait de faire de Gaza une station balnéaire, Ouais. là, mais ce qu'il disait en fait, c'est pas Israël qui va être en charge de Gaza, c'est nous les Américains. Mm. Donc, il disait à Netanyahou, ça donne rien, vous n'aurez pas accès au pétrole au large de Gaza. OK, au pétrole ou au gaz. Donc, et donc, ça, c'est important. Mais donc, la seule, ben, disons, la dernière option de Netanyahou était de démarrer une guerre contre l'Iran en se croisant les doigts que les Américains seraient entraînés à l'intérieur de ça et en se croisant les doigts que ça dégénérerait au-delà encore de ça parce que l'Iran étant très proche à la fois de la Chine et à la fois de la Russie. Mais Trump ne peut pas embarquer là-dedans du tout, du tout, du tout. Et si vous voulez savoir, là, au fond, là, ce qui s'est passé là, en Iran, puis je pense ne pas me tromper, c'est que en 2017, il y a eu une attaque massive contre la Syrie par c'est un bombardement là, de 500 millions de dollars de missiles. Je pense que c'était 126 missiles qui ont été tirés de navires américains, français et britanniques contre la Syrie. Il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu un seul mort. Et je pense que c'est 115 des 126 missiles ont été interceptés en plus. OK? Et les autres ont explosé sur des trucs qui avaient aucune importance. Et Trump était au pouvoir à cette époque-là. Et donc, je pense qu'ils viennent de faire exactement la même opération avec l'Iran, c'est-à-dire que à l'époque, Trump avait été très clair et avait dit à la fois à la Syrie et à la Russie quand ils étaient pour bombarder et avec quoi et sur quoi ils étaient pour bombarder. Donc, on était dans une opération médiatique en réalité, démonstration de force, mais complètement arrangée, où il n'y a absolument pas eu un seul mort. Israël, sa raison pour attaquer l'Iran, c'est de défaire ou de démolir la probabilité que l'Iran puisse développer une technologie, enrichir de l'uranium pour pouvoir créer des bombes nucléaires. Donc, Trump a bombardé un site en Iran en échange, En puis prévenant les Iraniens au en préalable. prévenant les Iraniens et d'ailleurs pas de mort. Les Iraniens ont bombardé des bases américaines en échange de ça. Pas de mort, toujours pas de mort. Et donc, je pense que c'était comme un accord parce que il y a autre chose aussi qu'il faut comprendre. Puis là, c'est la dernière chose, je vais te laisser parler après, on peut passer à autre chose. Mais c'est que
le deuxième problème de Trump au Moyen-Orient n'est pas Netanyahou, mais aussi de ramener les troupes américaines, parce qu'il y a une grosse partie du commandement de l'armée américaine qui ne répond pas du tout du gouvernement américain, mais qui répond de l'OTAN. Et ramener ces troupes-là, c'est pas chose facile. Il avait essayé en 2019, il a donné des ordres pour évacuer la Syrie pour les troupes américaines. Personne n'est parti. Personne. Le président donne des ordres, le commandant en chef donne. Personne n'est parti. Donc, je pense que ça servait, le bombardement iranien sur les bases américaines servait aussi de démonstration pour montrer à quel point les bases américaines sont sans défense en réalité contre les missiles Mhm. hypersoniques, ce qui risque éventuellement de permettre le rapatriement de ou la fermeture de ces bases-là là, au Moyen-Orient. Ah, Donc, intéressant. oui, et tout ça, c'est tous des trucs qu'on voit pas. C'est des trucs que Mhm. la plupart des gens sont incapables d'analyser. Mais ça montre la réalité de ce qui est en train de se passer, en fait. Donc, ce que tu veux dire, Sylvain, si j'ai bien compris, c'est que Trump aurait coupé l'herbe sous les pieds des Iraniens en retirant à l'Iran l'excuse ou la légitimité de cette guerre préventive contre Voilà. l'Iran, en disant, ah, Oui. on a nettoyé les sites nucléaires, ça ne C'est présente fini. plus de risque, c'est fini, retour à la maison. C'est Et du coup, fini. et c'est pour ça que ça a amené à ce cessez-le-feu finalement qui dure. Est-ce qu'il dure encore jusqu'à aujourd'hui? Oui, il dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'autres bombardements depuis parce que effectivement, Israël, ça serait complètement illégitime qu'il continue à bombarder des sites qui auraient été détruits. Puis en réalité, là, tout le monde le sait que l'Iran ne veut pas de bombes nucléaires. Il y a Ah une bah oui, fatwa encore. Il y a une fatwa absolument. qui dit pour des raisons idéologiques, ils n'en veulent pas. Et les Américains sont pas dupes, les Israéliens sont pas dupes. Ils savent tous que l'Iran n'en veut pas. Ce ne sont que des raisons. Alors, donc, si j'ai bien compris, Trump aurait en fait tendu un piège aux Israéliens, Mhm. mais en contrepartie, ou par ailleurs, il ne dénonce pas le génocide palestinien et il se rallie quand même aux Israéliens dans ce massacre. Alors, comment tu... Il se rallie pas, hein? Il se rallie pas, là. Ok, ok, Là, on étire, là, quand on fait un truc d'accord. comme ça. Mais il l'arrête pas. Ça, je suis d'accord. Mais le seul problème, c'est que, comme il est pas capable de l'arrêter sans une intervention militaire, OK? À quoi bon? La seule chose qu'il peut faire, c'est de soutenir Netanyahou, parce qu'au moins, du côté de l'EPAC, ben, ils sont contents. Et ils vont pas remettre en question la présidence de Trump. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est le jeu du Puis comme il peut, balancier. Il faut lâcher un petit peu là, mais il faut serrer un petit peu là pour pas sauter pour pas sauter, pour pas être sur un siège éjectable. c'est ça. Et puis de toute façon, parce que là, en ce moment, de toute façon, il est en train de faire toutes les pressions quand même pour que Netanyahou, toutes les options de Netanyahou, les options guerrières soient fermées. OK? Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a commencé le procès de Netanyahou en Israël pour les procès de corruption. C'est Ah, peut-être pas un hasard que ces procès-là soient lancés à ce moment-ci, parce que justement, toutes les options de guerre sont fermées. Puis lui, Trump, comme il fait le travail d'une autre façon, beaucoup plus subrepticement, beaucoup plus par en subtil, ouais, arrière, subtilement, ouais. oui, c'est ça. Mais lui, il est aussi bien de dire, pour satisfaire l'impact de l'autre côté, on est très content du travail que Netanyahou fait. Il peut même aller dire jusqu'à c'est un super génocide et tout. Là. L'EPAC est content, puis lui, de toute façon, il ne peut pas l'arrêter d'une autre façon que ce qu'il est en train de faire, Mhm. les pressions. Et la compréhension de la puissance réelle du lobby juif aux États-Unis, je pense que une fois qu'on comprend toutes les Ouais. ramifications que ce lobby-là a aux États-Unis, ça permet de comprendre comment Trump agit. L'autre chose aussi qui est vraiment importante de réaliser, c'est que Trump se fout pas mal de ce qu'on pense de lui.
Mhm. Et donc, il est prêt à dire n'importe quelle grossièreté, n'importe quelle ânerie, n'importe quelle, si ça peut servir son programme, Ouais, je si ça comprends. peut le maintenir en place. Et ça, d'ailleurs, en passant, parce que tu dois avoir entendu à peu près 90% des gens vont dire que Trump est narcissique. Un narcissiste pervers, par définition, cherche à plaire à tout le monde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça fait partie de la définition là, du narcissique pervers. Or, Trump se fout complètement de ce que les gens pensent de lui. Et il cherche même le contraire. Il C'est vrai. cherche à se faire détester du plus de monde possible. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est narcissique, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la psychologie. En fait, on te ment quand on dit ça. Ouais, c'est très intéressant. Alors justement, Hmm. dans le registre de plaire et déplaire, a-t-il vraiment déplu à Elon Musk? Est-ce que cette dispute, est-ce que c'est une stratégie à nouveau pour servir d'autres intérêts? Est-ce que c'est Mhm. une mascarade ou est-ce qu'ils se sont vraiment disputés? Est-ce que Musk était vraiment fâché? Quelle est ta lecture? Le virage que Musk fait est un virage important, un virage idéologique que Musk fait parce que c'était un vrai démocrate avant. Son virage coïncide avec la destruction de son fils, qui est maintenant, qui se dit maintenant une fille, par l'idéologie mondialiste. Ouais. Et je pense que ça l'a affecté par-dessus tout. Et c'est probablement ce qui a dit, OK, on entre dans quelque chose qui a aucun bon sens, puis au fond, il a compris que plein de familles souffriraient comme sa famille a souffert si on continuait cette idéologie toxique-là. Donc, et Musk étant, c'est pas un con, là. Ben non. Musk est très, très, très intelligent. Et il savait très bien dans quoi il embarquait avec Trump. Or, il y a quand même une belle dichotomie, c'est que Musk fait sa fortune avec Tesla, des voitures électriques. Les voitures électriques qui fonctionnent grâce au faux réchauffement climatique. Et Trump, dans son agenda, démolit l'agenda climatique. Musk le savait depuis le début, là, que ça finirait par arriver, puis qu'il finirait par couper les subventions sur l'achat de voitures électriques. Parce que dans tous les pays occidentaux, ce qui a mousser la vente des voitures électriques, ce sont les subventions gouvernementales qui allaient avec et qui faisaient que le véhicule coûtait grosso modo presque la même chose qu'un véhicule au pétrole. À ce moment-là, donc, parce que c'est une fabrication beaucoup plus chère là, pour le véhicule électrique. Mais là, la plupart des pays occidentaux sont en train de laisser tomber ces subventions-là. Trump le fait et c'est là qu'est parti aussi le clash. Il y a eu ça, il y a eu la question des lois sur l'imposition, etc., etc. Mais en réalité, c'est que Tesla, Musk voyait venir ce problème-là éventuellement. C'est pas un problème. Il sait très bien qu'il va falloir que Tesla se trouve une autre raison d'exister que le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique est une mauvaise idée. Il est assez intelligent pour le savoir, ça aussi. Donc, d'ailleurs, il travaille sur des véhicules à hydrogène, il travaille sur des véhicules à conduite autonome et des trucs comme ça, qui sont pas nécessairement électriques, qui vont pouvoir être au pétrole éventuellement pour ces véhicules-là. D'accord, mais pourquoi simuler une dispute? Pourquoi pas simplement dire, bah, écoutez, je quitte le gouvernement parce que je vais me Ben recentrer ça, sur mes c'est simple à activités? comprendre. C'est simple à comprendre, c'est que Musk, il doit satisfaire son actionnariat, là. Tous les actionnaires de Tesla et qui backent cette compagnie-là et qui font que Musk a autant d'argent que ça, dans le fond, il peut pas travailler contre la compagnie Tesla. Et Ah donc, oui. ouvertement, ce qu'il doit faire, c'est de dire qu'il est contre les politiques de Trump parce qu'il y a des actionnaires à satisfaire. Et là, c'est la même chose en fait que ce que Trump fait avec les PAC. Ce qu'il dit à propos de Netanyahou, c'est fabuleux. Donc, tout est correct avec les PAC. Ben, ce que dit à propos de Trump, c'est parfait pour l'actionnariat de Tesla qui est derrière lui. Ah, en t'écoutant, Sylvain, tout paraît tellement simple. C'est génial. Génial. Franchement, on C'est se régale, que, on se régale. oui, mais en plus, c'est juste logique, hein? Oui, 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 C'est, bah ju- évidemment.
En fait, quand tu y penses, tu fais comme ah ouais, ouais, ouais. C'est exactement dans le fond. En fait, c'est ce qui m'a permis de comprendre via l'analyse géopolitique, dans le fond, de comprendre les systèmes, c'est la logique derrière. Parce que tu sais, au fond, là, quand j'ai étudié en histoire, puis il y a personne en histoire qui m'a jamais dit que l'Allemagne ne produisait pas une goutte de pétrole. Et que finalement, pour arrêter l'armée allemande, le Blitzkrieg de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'on avait à faire, c'était couper le pétrole. Il y a personne qui m'a dit ça. Et puis, une fois que tu te rends compte de ça, tu fais comme, ben, c'est vrai. Si l'Allemagne était si dangereux. Et même chose, idem pour le Japon, qui ne produisait pas son pétrole non plus. Donc, la question, la prochaine question, c'est alors, qui leur vendait du pétrole? Et la réponse fait comme, ah ouais, mais pourquoi? Puis et tout déboule. Ça fait que c'est Rockefeller qui est la Standard Oil puis et qui fournissait le pétrole aux Allemands. Ben, à partir de là, il faut avoir une deuxième lecture de ce qui s'est passé sur la Deuxième Guerre mondiale. Tu peux pas en rester du tout. C'est une Mm. toute petite question de base là qu'il C'est faut. vrai. Tu sais. Des exemples comme ça, il y en a plein. J'ai un copain avec qui j'ai travaillé, un super bon, chic type, qui venait de finir sa maîtrise en environnement. Puis, bon, éventuellement, on est tombé sur le réchauffement climatique dans nos discussions. On travaillait pas du tout sur des trucs comme ça. On travaillait sur une boîte de production vidéo, là. Là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu sais quelle est la contribution anthropique, donc la contribution de toute l'activité humaine au CO2 qui est dans l'atmosphère? Fait que là, il m'a dit 20 à 30%. Puis là, j'ai dit, OK, tu viens de faire ta maîtrise en environnement et il n'y a personne qui t'a parlé de la valeur de la contribution humaine. Puis là, j'ai dit, c'est 4,6%. J'ai dit, tu peux aller Même vérifier. pas, je crois. Non, c'est pas 0,4%. Hein, Non, Non, c'est 0, 4%. Ah ouais. oui, oui, c'est entre 4 et 4,6 Ok. Le 0,04 c'est le taux de CO2 dans Ah l'atmosphère. oui, c'est juste, c'est juste. C'est ça. Et donc, ils ne savaient pas. Puis, mais si tous les étudiants en environnement, dès le premier cours, tu leur dis cette petite phrase-là, c'est-à-dire que l'homme contribue 4,6% de tout le CO2, ben c'est fini, là. C'est fini la maîtrise en environnement, c'est fini. Tu n'as plus besoin de parler de réchauffement climatique. Parce que oui, que ça réchauffe ou ça refroidisse, on n'y est pour rien. Mm. Mais c'est des petites questions comme ça, des fois, qui font que, bon. Ou comment se fait-il que je ne sais plus quel pays a proposé de réparer le Nord Stream et je crois Mhm. que c'est les Allemands qui ont refusé la réparation de ce pipeline. Oui, et qui pourtant leur amènerait du gaz pas Oui, cher et qui leur absolument. permettrait de repartir leur économie. Donc, quels sont les intérêts que servent les Allemands en refusant de réacheminer le gaz vers l'Europe? Ben, le plan mondialiste, et il y a plusieurs niveaux là, au niveau du plan mondialiste et c'est certain qu'au niveau du gouvernement global, on oublie ça, là, c'est fini, ce côté-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs pays qui sont encore avec des gouvernements pris dans cette idéologie-là, qui au fond, vient avec une autodestruction de l'économie de ces pays-là pour mettre au crochet du gouvernement le plus de gens possible pour faire disparaître la classe moyenne, carrément, parce qu'il n'y a que la classe moyenne qui se bat contre le gouvernement. La classe pauvre est en mode survie.
c'est La ça. classe riche pense qu'elle fait partie de l'élite. Elle pense qu'elle fait partie de l'élite, elle n'en fait pas partie. Mais donc, il n'y a que la classe moyenne qui est dangereuse pour les gouvernements abusifs et tyranniques et antidémocratiques qu'on a. Donc, évidemment, l'autodestruction économique des PME qui arrivent plus à s'en sortir par les prix du gaz, les prix de l'énergie, des trucs comme ça, c'est des emplois qui se perdent. Donc, souvent, c'est des emplois des gens de la classe moyenne, etc., etc. Donc, pour eux, ils ne veulent pas relancer leur économie. Ce sont des gouvernements qui travaillent contre leur peuple et non pas pour leur peuple. Donc, ils n'ont aucun intérêt ils ont aucun intérêt à À relancer l'économie. baisser, non, puis à baisser le prix de l'énergie, ce qui aurait comme effet de remonter l'économie, tu sais. Puis c'est ça. Donc, l'Allemagne est encore dans un mode d'autodestruction économique. Tu sais, juste par exemple, je pense que c'est 10 000 ou 15 000 sanctions contre la Russie. Ça fait des années là, qu'il y a des sanctions contre la Russie et on a vu depuis le début, et ça n'a pas changé, ça n'a pas nui à l'économie russe. Au contraire, ça a motivé l'économie russe à se développer, alors que toutes les économies européennes en ont souffert. Ben pourtant, on continue. Il n'y Mhm. a jamais eu de retour. Parce que le but n'était pas d'écraser économiquement la Russie. Ils savaient très bien qu'il n'y arriverait pas. Le but était d'auto-détruire leur économie. Mhm. Et ça a très bien fonctionné. Alors, parmi les détracteurs et les prédateurs, finalement, de la réussite européenne, ou en tout cas, c'est peut-être pas la réussite de l'Europe dans le sens politique du terme, mais en tout cas, l'épanouissement des peuples européens, est-ce qu'il n'y aurait pas justement, comme représentants de ces élites mondialistes prédatrices, des grands groupes tels que Palantir, BlackRock, Vanguard? Est-ce que pour toi, ces structures ne représentent-elles pas une oligarchie technocratique Hmm. parallèle au gouvernement qui continue Ouais. à déséquilibrer finalement les équilibres géopolitiques de la planète et Oui, du peuple? ben oui, en fait, ceux qui sont à la tête de ces grands groupes-là, je te dirais, ils font partie de l'élite. En tout cas, euh, je pense que quelqu'un comme Larry Fisk, celui qui est à la tête de BlackRock, en fait, lui, c'est pas un des décideurs mondiaux, mais c'est la marionnette des décideurs mondiaux qui sont derrière BlackRock. Euh, Par contre, euh, si BlackRock perdait son pouvoir financier, ben, il perdrait aussi un gros organe de contrôle parce qu'évidemment, BlackRock peut faire tuer des compagnies comme ils peuvent ranimer ou monter sur le panthéon des compagnies simplement avec leurs investissements qu'ils sont capables d'amener. Donc, c'est un outil qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, on ne veut pas nécessairement détruire ce niveau-là de l'économie. Et je pense pas que pour nuire à Trump, il soit prêt à tout perdre. Mhm. OK? Et même, je pense que je te dirais que les pressions économiques comme ça, euh, ils viennent un peu maintenant se frotter, je te dirais, à ceux qui sont derrière elle et qui, elles, veulent contrôler la planète, qui sont plutôt toutes les banques internationales, le FMI, l'Abri, bon, la Banque mondiale, bon, Morgan, toutes les grosses, les méga banques aussi, Goldman Sachs et tout ça, Deutsche Bank, tout ça. Et c'est ces banques-là qui, en réalité, contrôlent, euh, parce qu'ils contrôlent la création monétaire, ils contrôlent comme une toile d'araignée tout le reste. Et dans ce reste-là, BlackRock est en chemin. Ok. Mais c'est qu'il y a plusieurs de ces multinationales-là qui n'appartiennent pas nécessairement ou qui sont pas réellement contrôlées par les personnes qui sont à leur tête, mais qui veulent, elles, survivre. Je pense que quand on a vu, après la victoire de Trump, les GAFAM, entre autres Zuckerberg, étaient rencontrés Trump. Bezos a été rencontré Trump et puis ils ont même participé à un truc là, où tu voyais les principaux GAFAM, en fait.
était pour arrêter la censure, était pour travailler. Ben, je pense que justement, comme ils savent très bien que le mondialisme à la démocrate ou le mondialisme tel qu'on l'a connu via l'impérialisme américain, ils savent très bien que c'est terminé, là. Et eux font le calcul maintenant qu'ils doivent travailler avec l'administration Trump. Ben, Palantir, c'est la même chose. Celui qui est à tête, je me souviens plus de son nom, mais celui qui est à tête, travaille avec Trump en ce moment. Et je pense que lui voit maintenant plutôt ses intérêts plutôt que la promotion de l'idéologie woke, mondialiste, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de, nous autres au Québec, on dit se revirer sur un 30 sous, c'est-à-dire sont capables de faire un virage à 180 degrés comme Musk fait, Mhm. comme Kennedy Jr. a fait, un virage idéologique à 180 degrés pour faire avancer leur cause. Et eux, c'est leur cause, la cause économique, là. C'est-à-dire que s'ils veulent survivre dans ce qui s'en vient, il va falloir qu'ils marchent avec ce qui s'en vient, non pas contre ce qui s'en vient. Parce que, en réalité, ce que Trump est en train de faire, parce que quand je dis que Trump a pas terminé, c'est loin d'être fini, là. Il coupe de plus en plus des tranches de la population des impôts. Et c'est pas fini, là. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont plus imposés. Entre autres, là, c'est les aînés qui reçoivent les pensions. Je pense que ça a été réglé. Il y a tous ceux qui travaillent sur des pourboires aux États-Unis, ce qui est important, les serveurs et tout ça ne sont plus imposés sur les pourboires. Maintenant, il vient juste cette semaine d'enlever les impôts sur les successions. Ça, c'est vraiment important, surtout pour la préservation des fermes familiales, parce que les fermes familiales, pour payer les impôts sur les successions, devaient vendre des terres qui étaient rachetées par qui? Bill Gates, Warren Buffett, les milliardaires de ce monde. Ben là, les successions ne sont plus imposables aux États-Unis. C'est important, là, ça aussi. Donc, il y a de plus en plus de tranches de la population qui vont être épargnées par les impôts, ce qui va faire qu'au bout du mandat de Trump, ça sera peut-être pas lui qui va être réélu, mais ça va être un Trumpiste par définition. Et ça va être un républicain. Moi, je pense que de notre vivant, on ne verra plus un démocrate au pouvoir. Wow. Je Ok, pense que c'est intéressant. terminé parce que, à moins que les démocrates soient capables d'abandonner éventuellement le mondialisme, mais ça paraît improbable aujourd'hui, là. Mais sinon, ça va être, entre guillemets, un Trumpiste, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le peuple, Ok. grosso modo. Bon, eh ben. Ouais, ouais, Est-ce que tu as entendu parler d'Aladin auprès de, tu sais, c'est ce logiciel d'analyse de données développé par BlackRock, qui est une plateforme finalement de gestion des risques et des portefeuilles financiers qui combine l'intelligence artificielle, des modèles de ouais. simulation financière, des moteurs d'analyse de données, etc. Et Hmm, je me demandais si, à l'image d'Aladin, qui finalement ouais. décide un petit peu des grands mouvements et des grands flux économiques sur le marché financier mondial, je me demandais Ouais. si tu ne penses pas que nous risquons de passer à une nouvelle version de gouvernement dirigé par des algorithmes bah, notamment à travers Palantir, quelle est encore la marge de Mhm. manœuvre humaine, 100% humaine, dans la gestion des affaires du monde? Ouais. Ben, en fait, bon, premièrement, moi, je suis pas terrorisé par l'intelligence artificielle, là. Ah non, moi non plus, pas du tout, pas du tout. Bon, ok, parfait. Parce que on nous raconte n'importe quoi sur Absolument. l'intelligence artificielle. C'est vrai. Et c'est, on s'en sert un peu comme on se sert des virus ou C'est comme on ça. se sert du terrorisme. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vouloir prendre le contrôle de l'humanité un jour. Et non, ça n'arrivera pas. Euh, Au fond, là, c'est une séquence d'algorithmes, l'intelligence artificielle. Et si tu ne le programmes pas pour prendre le contrôle de l'humanité, ben, elle ne laissera pas. Et même si tu le programmes, elle n'y arrivera pas. Donc, ça changera rien. Par contre,
c'est effectivement un outil mathématique et informatique avec tous les outils comme Internet aujourd'hui. C'est extrêmement puissant et ça permet beaucoup de choses. Euh, on fait un amalgame souvent entre ce qui serait une identité numérique et un code de crédit social et en plus le contrôle de ton compte en banque là, lié à tout ça. OK? Et effectivement, les mondialistes avaient comme plan ça. OK? C'est-à-dire ils voulaient carrément créer l'identité numérique, qui était une étape pour créer ensuite la carte de crédit social et créer un lien avec ton compte en banque, ce qui fait que le gouvernement pouvait, selon ton comportement, ouvrir ou fermer le sac. Et évidemment, ça prenait aussi une monnaie digitale pour le contrôler parce que s'il y a du liquide, tu peux survivre. Et donc, tout ça, c'est beaucoup d'étapes. Et souvent, on mélange tout ça. Et si on fait un pas vers l'identité numérique, ben, par amalgame, on dit, OK, on s'en va vers la cote de crédit social ou C'est même ça. le contrôle du compte en banque. C'est un pas qui ne serait fait que par des gouvernements malveillants envers la population. Euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que les outils comme nos smartphones et nos cellulaires aujourd'hui, ce que ça permet, je pense que l'identité numérique, c'est quelque chose auquel on n'échappera pas. C'est-à-dire que ça va faciliter un peu comme les cartes de plastique de bancaire avec la ligne de code qui est derrière a révolutionné l'abandon du papier à la banque et du compte papier là, qu'on pouvait avoir. Donc, j'ai l'impression que l'identité numérique, c'est quelque chose qui va arriver, mais il faut pas penser que par extension, automatiquement, ils vont s'en servir pour établir une carte de crédit social et établir un lien avec ton compte en banque qui pourrait être géré donc ainsi facilement par le gouvernement. Et c'est tout ça que, ça, oui, c'est extrêmement dangereux, puis je suis le premier à le penser, mais avec des gouvernements qui travaillent pour la population, je ne pense pas que ça va arriver. Et là, Trump a déjà pris, lui, un pas pour interdire la monnaie digitale par la Federal Reserve, là. Je pense à un décret où je ne sais pas ce qui a été écrit en tout cas, mais il ne veut pas de monnaie digitale. Puis il y en a qui vont dire, ouais, ben ça va en contradiction avec le Bitcoin parce qu'il fait une utilisation du Bitcoin qui est introduite à l'intérieur du budget américain. Mais en réalité, c'est que le Bitcoin, c'est la monnaie qui n'est pas contrôlée par les banques centrales. Ça fait que, en ce moment, il se sert de ça comme d'un outil, je te dirais, probablement pour faire pression sur les banques centrales parce qu'elle n'est pas contrôlée, mais en même temps, la monnaie digitale, c'est pas la même chose que le Bitcoin, là. La monnaie digitale, si on avait le dollar digital américain, là, ça serait un problème sans liquidité. Mais c'est pas là qu'il va en venir. Et en tout cas, il n'a pas fait de pas pour ça du tout. Et Palantir, en fait, qu'on est en train de faire, semble-t-il, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est de créer une espèce de base de données, effectivement, des individus qui permettrait une gestion plus intégrée, là, je te dirais, de tout ce qui nous concerne. Mais il n'est pas question que ça vienne avec la cote de crédit social et il n'est pas question que ça vienne avec ton compte en banque lié à ça, là. Ça, c'est tu sais, quand je parlais au début des agents dormants, là, ben ça, c'est eux qui créent ces histoires-là, là. Ah d'accord, donc toi, tu es confiant par rapport à ce progrès dit technologique qui ne va pas forcément nous piéger ou nous enfermer dans une matrice encore plus Ben, phagocytée. il y a un danger, c'est-à-dire que si ces outils-là se mettent en place, effectivement, et si ils se retrouvent entre les mains de gouvernements malveillants, oui, parce que là, tout ce que je dis et qui est pas sur les plans en ce moment, en tout cas de Trump, ben, tout ce que je dis, ben, ça pourrait arriver.
Et ça pourrait arriver beaucoup plus vite si les premières étapes ont été mises. Ce que mon optimisme et mon pari vient du fait que le mondialisme, l'idéologie mondialiste, et qui fait que euh, on, tout ce qui est mal envers les peuples en ce moment est engendré par les pays occidentaux, ben, c'est que ça, c'est en train de d'imploser, là. Et que bientôt, il y aura plus ces gens-là qui veulent contrôler absolument la masse à tous les niveaux, mais la réduire aussi démographiquement. Ben, ces gens-là ne seront plus en pouvoir. Parce que de l'autre côté, si on regarde autant en Chine qu'en Russie, où on travaille pour un monde multipolaire, ou même en Inde, ben, clairement, tu as des gouvernements qui travaillent pour le développement de la population, pour le développement économique, et eux sont pas dans la business de vouloir contrôler, ben oui, contrôler, mais pas de manière négative, là, tout le monde, là. Ils sont pas en train d'écraser l'économie. Tu sais, on peut dire la Chine est autoritaire et ne tolère pas les gens qui parlent. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce contre quoi on se bat? C'est parce qu'on est dans une injustice socio-économique Mhm, et qu'on est écrasé et que, mais si un pays essaie de créer cette justice socio-économique-là, plutôt que la détruire, mhm. à ce moment-là, on serait peut-être pas mal moins à vouloir se plaindre, là. C'est Et vrai. puis quand je donne un exemple de ça, c'est un exemple facile, c'est que en ce moment, on est tombé dans une sorte d'accalmie, OK? Mhm, Et des lives qu'on faisait en 2022, alors que tout le monde était en train de se réveiller et tout le monde était terrorisé par ce que faisaient les gouvernements, tu faisais un live, tu peux avoir 100 000 personnes qui l'écoutaient. Le même live aujourd'hui, tu vas avoir 15 000 personnes. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de retour de cette justice sociale-là qui est en train de se faire. On n'est plus oppressé, en tout cas de manière visible. C'est beaucoup moins visible. On n'est plus confiné, on a le droit de se toucher et de s'embrasser, on n'est plus obligé de porter des masques. Ben, juste ce retour-là fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui veulent se plaindre ou qui veulent entendre les autres dénoncer. mhm, Ben, c'est un peu ce que tu retrouves en ce moment en Russie ou en Chine, alors que eux sont en train d'augmenter les classes moyennes. Ils travaillent vraiment pour ça, c'est factuel. Ils augmentent la classe moyenne, la classe pauvre, elle diminue complètement. À ce moment-là, tu as beaucoup moins de dénonciations à faire contre les complots gouvernementaux, tout ça, s'ils mhm. travaillent pour C'est la vrai. population. Ben donc, à ce moment-là, je te dirais, si, mettons, moi, je suis à la tête d'un gouvernement qui se bat pour la population, est-ce que j'aurais envie d'entendre des voix dissidentes contre ce que je suis en train de faire? Probablement que je dirais, ben, pour qui ils travaillent, ces gens-là, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, et donc, j'aurais peut-être la même tendance autoritaire à leur dire, bon, ben, eux, on veut pas les entendre, là, ou le moins possible, là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu me diras si je me trompe ou pas, mais il semblerait que l'adoption de la monnaie digitale en Chine est très lente, qu'elle reste limitée, que les Ouais, citoyens et les commerçants se montrent très indifférents à ces tentatives de faire adopter cette monnaie digitale. Euh, ouais, Parce que le principal obstacle serait, semble-t-il, culturel. Bah, les Chinois préfèrent des plateformes existantes, les mieux implantées et qui sont plus pratiques. On préfère aussi ben, les espèces finalement. Donc, je crois ouais, qu'on peut faire confiance, comme tu dis, au bon sens humain qui ouais, se diffuse de plus en plus largement au sein de la population. Et pour revenir ouais, à l'IA ou à l'AI, ou enfin, l'intelligence artificielle, rien de ouais, bon ni mauvais en soi, sinon ce qu'on en fait, sinon l'intention ouais, qu'on y met. Et c'est à nous autres citoyens d'être bien conscients des enjeux, d'être curieux, de connaître les tenants et aboutissants, et puis ouais, de préserver la vie et les rapports humains, quoi qu'il en soit. absolument. Oui, puis moi je pense que bon le HAL 9000 là, HAL 7000 là, de Odyssée de l'espace, je pense pas que ça soit possible, là. Je pense que c'était vraiment de la fiction et ça va le rester. Euh,
Mais c'est certain que tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, il va falloir encadrer ça à un moment donné parce que ça devient en ce moment, n'importe quel kidam en ce moment peut créer une photo de John McEnroe avec Innocent 4, le pape Innocent 4, là, tu sais, puis et ça a l'air parfaitement vrai parce que, Incroyable, bah, incroyable. bon, oui, c'est ça. À un moment donné, c'est qu'on va être tellement inondé de fausses photos qu'on ne Ça, saura plus ce qui est vrai ou ce qui est c'est pas ça. vrai. C'est peut-être le but en ce moment, mais éventuellement, il va falloir encadrer, C'est c'est-à-dire vrai. que tout ce qui est digital ou création digitale devrait être carrément identifié comme tel Mm. et s'empêcher d'être toujours constamment trompé par à la fois des faux articles, à la fois des... Puis c'est la même chose aussi pour dans le fond, pour L'intelligence artificielle n'est jamais plus intelligente que la base de données à laquelle tu le relis. Parce que, évidemment, si tu relis de la bullshit à une intelligence artificielle, ben son produit, son résultat de recherche va être de la Ouais. bullshit aussi. Et c'est un peu ça en ce moment. Et il y a un journaliste européen qui a fait une expérience intéressante, puis il a posé à Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google, a posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'autisme et les vaccins? Gemini de répondre, non, il n'y a aucun lien, ça a été prouvé qu'il n'y a aucun lien entre l'autisme et les vaccins, tout ça. Et là, il a raffiné la recherche. OK, mais si on prend en ligne de compte telle étude qui a été faite par un tel, et là, Gemini disait, ah, il y a peut-être effectivement une probabilité si cette étude... Puis là, il l'a raffiné, plusieurs étapes comme ça, pour finir avec le résultat qu'il y a une très forte Ah. probabilité qu'il y ait un lien entre les vaccins et l'autisme. Donc, ça dépend, tout dépend de la base de données, là, au fond, là, à laquelle on Tout à fait. relie cette intelligence artificielle-là. Oui, alors, on arrive souvent à la fin de nos recherches sur l'IA par une déclaration Hmm. de l'IA qui te dit, oui, finalement, je suis désolée, tu as raison, tu avais tout Oui, à c'est fait ça, raison, c'est je suis ça. désolée. Mais, mais, euh, mais c'est ça, il va falloir quand même encadrer tout ça de Ouais. manière légale, Sylvain, plus serrée. toi qui es justement un chercheur Hmm. rigoureux depuis tant d'années, ça doit être compliqué pour toi à l'ère de l'IA et de la contrefaçon informationnelle finalement pour Ouais. faire le tri. Quel est ton curseur aujourd'hui? Quelle est ta boussole qui te permet de trier le faux du vrai? Hmm. Ouais. Ce qui est le plus compliqué en ce moment, puis qui est tout à fait lié à l'intelligence artificielle en ce moment, c'est que quand tu veux faire de la recherche sur Internet, en ce moment, les moteurs de recherche sont pourris. En fait, tout ce qui est intéressant est caché. C'est aussi simple que ça, là. Tout est là. Tout est disponible, ou à peu près, là. Il y a bien des trucs qui sont disparus, mais bon. Mais en général, tu peux trouver l'information, mais il faut que tu justement raffines ta recherche. Il faut que, au lieu de regarder le résultat de recherche de la première, de la deuxième, de la troisième page, il faut que tu ailles à la septième page, à la huitième Ah, page, puis là, tu vas finir par trouver quelque chose qui va ressembler. Donc, évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui trie pour toi ce qu'ils veulent bien que tu vois. Et c'est compliqué. Après, au niveau, moi, de la façon que je fonctionne de manière générale, c'est que j'essaie de ramasser le plus de factuels possible sur une question et en tirer une nouvelle analyse ou une nouvelle conclusion s'il y a lieu. Sinon, ça reste la même chose. Euh, et donc, pour savoir ce qui est factuel ou pas, c'est effectivement un peu plus compliqué et un peu plus long. Mais par contre, ce que je fais souvent, c'est que je vais rarement me fier à une seule ouais. source qui va parler de quelque chose. Et évidemment, dans le cas des sources dissidentes, c'est encore plus compliqué parce que déjà d'en trouver une, c'est compliqué. Puis à ce moment-là, pour pouvoir par interrogatoire croiser, en trouver une deuxième puis une troisième, c'est encore plus compliqué. Mais bon, c'est possible et de temps en temps aussi, ben, tu dois te fier aussi
la logique aussi, Ouais, la le bon sens plausibilité des toujours. choses. Ouais, t'as pas le choix parce que, en fait, moi, je suis très, je jette le bain avec l'eau du bain. Et que à partir du moment où une source me raconte n'importe quoi, je l'évacue complètement. Ok. Tu sais, Ok. comme Pierre Hillard, pour moi, j'ai aucun intérêt à l'écouter. David Hikes, aucun intérêt à l'écouter. Parce Ah ouais. que ils ont des aspects de leurs analyses qui sont pourtant anciennes, de plusieurs décennies et qui ont fait des recherches magnifiques, mais tu sais pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai dans leur truc parce que tu sais qu'il y a des éléments qui ne le sont pas. Ça, tu le sais. Il y a Et des éléments donc, qui sont quoi, qui purement sont, ben, dans le cas de subjectifs. Hikes, Ouais. Hikes raconte encore des âneries sur le fait qu'il y a des peuples reptiliens Reptilien, ouais. parmi nous. Bon, ben, ça donne rien d'écouter quelqu'un qui dit des trucs comme ça, là. Ça donne strictement rien. Mhm. Puis du côté Hilar, lui, il a mêlé sa foi et tout ça à l'intérieur de ça. Et après, il vient de dire que Poutine travaille avec les oligarques D'accord. mondiaux. Ben là, écoute, il n'y a aucun intérêt, là. Bon, alors moi, je vais faire un Si- petit peu l'avocat du diable. Alors j'entends, mais c'est pas parce que toi, tu as peut-être pas encore eu accès à à des dimensions, on va dire, invisibles ou que c'est ouais. faux. Mais en tout cas, à ton niveau de réalité, je comprends très bien que tu les rejettes. Mais moi, je dirais simplement, enfin, en tout cas, à mon niveau de journalistique, c'est Ouais. parce que je n'ai pas accès à certaines informations, que je n'ai pas eu l'expérience de, Mhm. que je rejette ces informations-là. Mais par Mhm. contre, effectivement, je pense que dans ton cas, en tant que chercheur rigoureux, en tant qu'analyste, effectivement, tu ne peux te tenir qu'à des faits vérifiés, Oui. observables. Et ça, c'est ton rôle, Sylvain. J'entends vraiment et je le respecte. Ouais. Oui, ben en fait, c'est ça, parce que tout ce qui concerne, entre autres, la foi, moi, je suis athée, là, et vraiment très, très, très athée, là. Ouais. Il y a aucune place, là, à aucune spiritualité. Et je sais que c'est personnel, mais je pense que dans le cas de l'étude géopolitique, je pense que ça sert parce que Oui. l'élément de croyance ou l'élément biblique ou l'élément prophétie ou messianique ou bon, Mhm. etc. Je pense que ça vient miner une analyse géopolitique parce que Sûr. en Ouais. réalité, il faut quand même, tu sais, si on sert de la logique, là, encore une fois, mais il y en a qui disent que, il y en a beaucoup qui vont nous raconter que les élites comme les Rothschild sont des satanistes. Bon. Ouais. Les Rothschilds se servent de la religion pour manipuler les peuples depuis une vingtaine de générations. Comment penser que les Rothschilds peuvent croire en quoi que ce soit, puisqu'ils savent très bien qu'on manipule les peuples par leurs croyances? Et donc, moi, je pense qu'il y a une dichotomie assez importante entre tous ceux qui savent très bien qu'on manipule le peuple par les religions depuis des siècles et de penser que ces gens-là peuvent croire eux-mêmes. Mhm. Donc, je vois même une dichotomie entre le fait que les Rothschilds soient réellement juifs. Ils le sont, mais est-ce qu'ils sont croyants en réalité au fond d'eux? Moi, je pense pas que ça soit possible. Ils ont tellement manipulé les Juifs Mhm. pour la création d'Israël, et grâce à la religion qu'ils ont manipulé. Et donc, c'est pour ça que je pense que tout l'élément croyance doit être évacué de Ouais. l'analyse. Ça, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on pourrait en parler longuement, mais ça pourrait faire Oui, oui. une autre discussion. Mais par exemple, Mhm. pour clore la discussion sur ce volet-là, on peut pas nier quand, par exemple, que la magie noire existe, que le vaudou existe en Afrique. Oui. Les guérisseurs qui pratiquent le vaudou ont beaucoup de résultats, alors soit positifs, soit négatifs, et donc Mm. ou le chamanisme parfois aussi obtient des très Peut-être beaux largement résultats. psychosomatique.
tu vois, peut-être largement psychosomatique, ah, c'est-à-dire auto-induit. En fait, l'effet placebo existe, peut-être. il existe vraiment. C'est pas parce qu'on n'a pas accès ou on ne souhaite pas avoir accès à ce domaine-là qu'il n'existe pas. J'aurais juste ce petite remarque à faire. Et j'ai Ben, quelques expériences personnelles que je peux pas partager, évidemment, non, 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 parce que non. c'est trop sensible. Mais j'ai vraiment côtoyé dans ma réalité journalistique. euh, Hmm. des êtres qui n'avaient rien d'humain, vraiment, je pense. Oui, il y a dans le comportement humain, t'as pas besoin d'aller vraiment plus loin, là, mais il y en a beaucoup que c'est assez tordu et assez questionnable au niveau de la morale et de l'éthique. Mais par contre, moi, je ne crois pas du tout que soit des extraterrestres soient venus ici ou Ok. euh, en fait, essaye d'imaginer, là, toi, t'es quelqu'un qui a réussi à survivre 5000 ans pour faire la distance à la vitesse de la lumière pour venir sur la Terre et tu te manifestes pas de manière ouverte et claire à Mm. tous, mais tu vas toujours voir l'armée américaine qui va te cacher dans le Nevada. C'est complètement grotesque. Et donc, si on avait eu des contacts avec des extraterrestres, il n'y aurait pas toute l'ambiguïté et le mystère qui tourne autour de ça, là. Ça se serait fait ouvertement et de manière grandiose, là. Tout à fait. Puis une dernière chose aussi, Hmm. par rapport à ça, il y a quand même des très bons films, notamment de Pierre Barnerias, qui Mhm. a interviewé des jeunes femmes qui ont été victimes de réseaux pédosatanistes et qui Ouais. témoignent, Ah hein, ben ça existe, là, par exemple. Ben oui. qui ont subi des rituels sanguinaires, enfin bref, Oui. épouvantables pour dissocier leur mental, pour être Oui. programmés. Donc il y a quand même beaucoup de témoignages où on pratiquerait des expériences occultes sur des enfants aussi pour Ah oui, 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 je dis venir pas que ça existe. Je dis pas nourrir que ça des... existe, là. Ouais. Ah, Je c'est dis bien, pas que tu ça fais des existe pas, progrès. là. Ah, tu progresses, Sylvain, tu progresses. Non, 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 non. Attends, attends. Wow, wow, wow. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui se servent de la religion pour contrôler les peuples, eux-mêmes ne peuvent pas être croyants en quoi que ce soit, je pense, par logique, parce qu'ils savent que, dans le fond, la croyance n'est qu'un instrument de contrôle. Mais ça ne veut pas dire que les réseaux n'existent Ok, pas. C'est juste que eux, ceux qui sont à la tête de ces réseaux-là, eux, ne hmm, sont pas de ceux qui manipulent les peuples depuis plusieurs générations avec les religions. ok, ok, Ouais, ok. avec les croyances. Hmm. Bon, merci, Céline. Alors, on va continuer parce qu'on a Oui, encore ben j'ai oui. encore beaucoup de choses à te donner, Hmm. à te demander. Alors, Mhm. parlons de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'elle touche à sa fin? Est-ce qu'elle va muter en une guerre régionale plus large, impliquant l'Europe, l'OTAN et la Russie? Est-ce qu'il s'agit d'un Hmm. bourbier volontairement entretenu? Un exemple, par exemple, au dernier sommet de l'OTAN où tout le monde a promis de donner 5% du PIB à l'Ukraine, ou à renforcer la défense de l'Ukraine. Est-ce que c'est finalement, c'est pas une manière de continuer les guerres pro-US, pro-américaines, par procuration à travers les pays européens? En fait, non. C'est-à-dire que Trump, je pense, encore là, c'est de l'analyse, là, c'est un résultat d'analyse de ce qu'il est en train de faire. Ce que je pense qu'il est en train de faire en augmentant les dépenses pour l'OTAN de tous les pays qui en sont membres, des 30 pays membres, c'est qu'il veut injecter cet argent-là à l'intérieur du complexe militaire industriel et créer de l'emploi à l'intérieur des États-Unis. Donc, plus il y a de l'argent qui va à l'OTAN, plus il y a d'emplois aux États-Unis. En fait, c'est rien de plus que ça. Et ça empêche aussi les pays européens de créer leur propre armée. Et Ah, ça serait dangereux. Et donc, tout le budget militaire allant pour l'OTAN et étant injecté aux États-Unis pour fabriquer des armes américaines, finalement, ben à ce moment-là, ça va endiguer la possibilité pour les pays européens de faire la guerre indépendamment à la Russie. Et évidemment, la Russie n'a aucune intention d'aller au-delà de l'Ukraine. De toute façon,
depuis le début, ce que Poutine dit, c'est qu'il veut arrêter la guerre. Et on parle pas de la guerre qui a commencé en 2022, mais d'une guerre qui a commencé en 2014 par le bombardement du Donbass par l'armée ukrainienne. C'est cette guerre-là qu'il veut arrêter d'une certaine part, mais en plus avec les objectifs de dénazification de l'appareil gouvernemental ukrainien et militaire aussi. Là, il y a des néo-nazis, semble-t-il, à peu près partout. Ouais. Donc, il veut enlever cette idéologie-là. Et ça fait partie des conditions. Je pense que Trump et Poutine vraisemblablement s'entendent comme larrons en foire, les deux, à chaque fois qu'ils se parlent. Et étrangement, malgré toutes les grossièretés que Trump peut dire ou faire, t'entends jamais Poutine critiquer ça. Jamais. Mhm. Parce qu'il sait très bien, lui, ce que Trump Ouais. est en train de faire. Puis il sait très bien que ce que Trump est en train de faire est encore plus difficile que ce que lui-même a eu à faire, c'est-à-dire détruire le deep state américain et détruire le mondialisme. Et il sait qu'il travaille dans le bon sens. Donc, évidemment, la guerre aussi que mène la Russie en Ukraine est une guerre qui favorise l'idéologie de Trump parce que l'OTAN est un problème, les pays européens sont un problème et la Russie est en train d'oblitérer tout le monde là-bas. Pas seulement l'armée militaire ukrainienne, mais l'OTAN aussi est en train de se faire réduire, réduire, réduire. Et je pense aussi qu'on gagne du temps parce que l'idée est aussi d'aller inclure Odessa, toute la Novorussie. Et en ce moment, comme on se rapproche inexorablement de l'effondrement de l'armée ukrainienne, ben, je pense que c'est probablement bon de négocier, d'échanger des prisonniers, tout ça. Mais pendant ce temps-là, la Russie continue de gruger le terrain, là. Mhm. Et éventuellement, on va avoir un règlement, je pense, qui va inclure Odessa et qui va réduire l'Ukraine à peau de chagrin parce que là, tu vas avoir la Roumanie qui va réclamer une partie du territoire, la Hongrie aussi, et il va rester Kiev finalement. Et c'est à peu près tout. Mais donc, ça va être mis hors d'état de nuire et on parlera plus justement de l'OTAN en Ukraine et tout ça. Donc, Donc, je pense que ça va dans le bon sens. ok. En même temps, c'est préserver l'horreur. Là, on s'entend que la guerre, c'est pas joli. Là, et Mhm. pour ceux qui participent à ça, c'est monstrueux, là, en fait. Particulièrement les Ukrainiens conscrits qui ont aucune envie. Ils sont Euh, relais de force, ouais. ah ouais, 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 ils ont été complètement manipulés à l'intérieur de ça. Mhm. Je pense qu'en même temps, c'est comme un moindre mal parce que c'est dans le sens où ça va être une paix prolongée et durable qui va s'installer après ça. Donc, parce que l'OTAN va être réduite à rien, à néant, l'Angleterre, la France et l'Allemagne vont avoir engagé tout leur argent militaire à l'intérieur du complexe militaire industriel américain, ce qui va éventuellement permettre, je pense, à Trump de mettre la clé dans la porte de l'OTAN, c'est-à-dire sortir complètement les États-Unis de l'OTAN. Donc, Euh, c'est ça. pour toi, Poutine est toujours un acteur clé donc, dans le démantèlement du nouvel ordre Oui, mondial. Donc, il n'a pas oui. été infiltré ni partiellement neutralisé. Pour toi, Non, 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 il non, tient la non. route. Il tient la route. Ok. Écoute, si c'était pas de Poutine, ça fait longtemps qu'on aurait un gouvernement mondial et une monnaie unique Ah, et ça intéressant. fait très, très, très longtemps, là. Il était le seul à arrêter tout le plan globaliste, là. Pendant longtemps, si ça n'avait pas été de lui. Mais évidemment, le plan globaliste ne peut se réaliser que si on le contrôle sur la globalité des pays. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir le plus grand pays de la planète au niveau géographique indépendant et avec des pays qui sont donc alliés avec ce pays-là, ben, tu peux pas permettre d'avoir un monde globalisé en tolérant une indépendance comme ça. Mhm. Donc, et ne serait-ce que le grand reset, là, l'espèce de grand reset où ils voulaient surendetter les pays pour éventuellement réduire les dettes, ou même les éliminer, ces dettes-là, en échange de quoi les citoyens devraient laisser tomber la propriété privée.
parce que ça faisait partie du plan. Ben ça, c'est pas possible si tu as des pays qui jouent pas à ça, parce qu'eux vont dire la dette n'est pas éliminée du tout, là. C'est un peu ça que, dans le fond, Russie et Chine et maintenant les BRICS qui lui, vont en grossissant. Mhm. C'est tout ça qui a été un énorme caillou dans le soulier, qui est devenu un rocher de Gibraltar dans le soulier et qui fait que c'est plus possible, là. Ouais. Euh, Donc, oui, Poutine, s'il n'avait pas été là, ah ouais. on peut lui dire merci, là. Mhm. Parler un petit peu du Canada quand même. Il n'y a pas mieux que toi pour nous parler de ton pays. Tu as souvent dit que le Canada était un terrain d'expérimentation du nouvel ordre mondial. Ouais. Avec la chute de Trudeau et l'arrivée de votre nouveau Premier ministre, pur produit mondialiste d'ailleurs, Mark Ouais. Carney, ancien Ouais. gouverneur de la Banque d'Angleterre, il faut le faire. Ouais. Est-ce que tu perçois une inflexion réelle ou est-ce que il s'agit d'un simple changement de façade? Parce que on dirait que les États quand même du Commonwealth se passent simplement de bonhommes, hein, c'est un peu le principe des chaises Ouais. musicales et ouais, il se passe juste les chaises entre les pays. Comment Ouais. se fait-il qu'un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre devienne votre Premier ministre? C'est quand même incroyable. Ouais. Je vais juste commencer par rectifier une chose. Ah J'ai oui. jamais dit que le Canada était un endroit d'expérimentation pour le nouvel ordre Ok, mondial. alors Ouais. ouais. Bon, Mais ça, je l'ai entendu autant pour, souvent, mais autant moi, je pour l'ai moi. jamais dit. Ok, Oui. ok, parfait, autant pour moi. Non, 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 c'est juste que, en fait, je pense que quand ils veulent implanter des choses, ben, ils vont le faire dans les pays dans lesquels ils ont le contrôle. Et le Canada a été un de ces pays-là, là, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Australie. Puis effectivement, il y a des choses différentes au niveau du contrôle, au niveau de, mettons, de l'exigence d'obéissance qui ont été implantées à certains endroits. Ouais, ouais, Donc, il y avait une certaine forme d'expérimentation qui était faite. Mais je pense pas que le Canada le soit plus que la France ou ok. l'Angleterre. Je pense que c'est toute la même chose. Euh, Dans le cas de Carney, c'est intéressant. C'est que, euh, oui, c'est un pur produit du mondialisme et son idéologie de toute sa vie a été donc le contrôle par les banques centrales. Et tout ce qui se rattache à l'idéologie mondialiste venait avec lui, du réchauffement climatique jusqu'au wokisme, là, c'était tout ça. Ah, Or, pourtant, depuis qu'il est en place, il fait le contraire de tout ça. ah bon? Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que il a été un des grands apôtres du réchauffement climatique. Et pourtant, il est au Canada en train de relancer les projets de pipeline et de gazoduc. Donc, ça veut dire que son gouvernement, sans trop le dire fort, mais son gouvernement est en train de vouloir travailler pour relancer l'économie plutôt de continuer à la détruire par la transition énergétique, l'agenda 2030, etc., etc. Euh, et donc, tout le wokisme ou le transgenrisme aussi perd beaucoup de plumes, là. Il y a encore des événements médiatiques qui sont mis en avant-plan, mais c'est largement disparu là, des médias, ces histoires-là. En tout cas, beaucoup moins qu'il y a un an ou deux où nous enfonçait cette Ah ouais. idéologie-là dans la gorge à travers les publicités, à travers la Ligue nationale de hockey, à travers tout ça. C'est devenu beaucoup plus discret, je te dirais. Mais c'est vraiment important parce qu'en fait, ce que Carney est en train de faire, c'est grosso modo ce que Trump veut qu'il fasse, Ah bon? c'est-à-dire de relancer l'économie canadienne parce que le Canada étant limitrophe aux États-Unis ben, est le plus important avec la Chine, partenaire économique là, des États-Unis, ben, ça prend une économie forte au Canada aussi pour qu'ils puissent progresser ensemble. Donc, clairement, je pense que Carney est plus pragmatique qu'on pense.
et il va probablement laisser tomber tout ce qui était son, son réchauffisme climatique. Il va reléguer ça dans le placard et il va commencer à travailler dans le sens où le monde s'en va de toute façon. Ce qui est quand même une bonne chose, ça reste que idéologiquement, c'est quelqu'un à qui on peut pas faire confiance parce que s'il fallait qu'un démocrate prenne le pouvoir aux États-Unis, je pense qu'il revirait son chapeau de bord instantanément, là. Donc, c'est pas la bonne personne pour nous amener dans le futur. Je dis seulement que c'est peut-être moins pire que ce qu'on C'est ça. pourrait, on aurait pu envisager là, avec ce type-là. Puis même Pierre Poilievre, qui était l'autre Oui. candidat conservateur, qui lui semblait, avait déjà dit des gros mots sur le Forum économique de Davos, qui voulait interdire au Canada, etc., etc. Ben, même lui appuie ce que Carney est en train de faire en chambre au Parlement canadien, donc c'est quand même pas, c'est pas banal, là, ce qui est en train de se passer. La raison de tout ça, c'est soit Carney est pragmatique, soit il est tout simplement lucide sur ce qui est en train d'arriver de toute façon. Soit Trump le tient par les couilles pour une raison ou pour une autre, puis la raison étant peut-être les photos qu'on a vues de Carney avec Epstein et Maxwell, et ce pourquoi peut-être même la liste d'Epstein ne sort pas, parce qu'il le tient peut-être par la Ah, barbichette, là. Ouais. Mais j'ai donc, aucune idée. J'ai aucune idée. Ça reste de l'analyse, mais très ok. clairement, un gouvernement qui parle de construire des pipelines et des gazoducs, c'est pas un gouvernement qui est en train de vouloir continuer à détruire l'économie. Donc, en deux mots, t'es déçu en bien. Ouais, je voudrais que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse les choses et que ça soit déjà plus franc. Parce que en même temps, tu as Carney qui discute avec l'Union européenne. Et ça, tu sais, l'Union européenne, c'est un peu l'antre du mal du mondialisme aussi, là. En fait, les deux organismes qui va falloir complètement laisser tomber, c'est l'OTAN et l'Union européenne. Mm, Quand ça va disparaître, là, on va pouvoir dire, bon, ça y est, c'est on est vrai. libéré. D'ailleurs, juste rappeler, mais parce que ça fait maintenant longtemps, mais dès le premier mois d'activité, ou même, je pense, les 2 premières semaines, Trump avait laissé tomber l'OMS et avait laissé tomber les accords de Paris. Et on a tendance à l'oublier, mais c'est très gros, là, ça, là. Laisser tomber l'OMS, c'est laisser tomber, au fond, les pandémies. Et donc, non, c'est pas vrai que ça favorise la pharmaceutique, là, quand il laisse tomber. Et là, il vient de forcer, les États-Unis ne financent plus Gavi non plus. Ça, c'est nouveau, ça aussi, là. C'est tout Oui. à fait récent. Mm. Et donc, c'est les vaccins là, de Bill Gates et tout ça. Donc, faut pas oublier qu'il y a des trucs importants qui ont été faits dès le début, puis que maintenant, on prend tellement pour acquis qu'on pense que Trump travaille pour l'État profond. Mais soyons plus lucides un peu là, sur ce qui a été fait depuis le début, là. Juste, qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent, ouais, mais lui aussi, il est mouillé avec, avec les deux, avec l'affaire Epstein. Lui aussi, il a pris l'avion de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce que tu réponds à Bon, ça? ben, premièrement, il n'a pas pris l'avion, il n'y a aucune preuve. Puis si ça avait existé, ben, on n'aurait pas tenté de le cacher, mais ça fait longtemps que les démocrates s'en seraient servis. Ok. Ça, c'est une chose. Mais en Ouais. plus, c'est Trump qui a parlé de libérer, de publier la liste d'Epstein. S'il était dessus, s'il savait qu'il était dessus, il n'aurait pas dit Hmm. ça, là. Fait que c'est un peu n'importe quoi, là. Ok, très bien, parfait. Ouais. Alors, donc en deux dernières questions. On sait que la guerre psychologique par l'information est devenue l'arme principale des élites. Selon toi, quels seront les prochains récits médiatiques chocs destinés à légitimer de nouveaux pans de contrôle climatique, sanitaire, cybernétique? Quels sont les prochains gros bobards auxquels on peut Hmm. s'attendre? Et c'est vrai que si tu nous préviens de ce qui risque de se raconter, on sera préparé et on ne rentrera Mhm. peut-être pas on tombera pas dans le panneau. Ben, quand est arrivée la pandémie en 2020, j'avais quand même dit que ça serait la dernière pandémie.
euh, parce que, en fait, ils sont allés tellement loin que même les gens qui se sont fait avoir, aujourd'hui, 5 ans plus tard, ils veulent pas se faire avoir encore une fois. Et au fond d'eux, là, ils ont beau dire ce qu'ils veulent là, évidemment, ils peuvent pas aujourd'hui admettre qu'ils ont été les dindons de la farce, mais au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ont été les dindons de la farce. Donc, on peut voir que les tentatives de pandémie qui ont été fréquentes là, depuis l'arrivée de Trump, les 6 derniers mois, on a parlé de la variole du singe, on a parlé de grippe aviaire, on a parlé de nouveaux variants Omicron, de nouveaux variants de COVID. Il n'y a rien qui prend. Il n'y a rien, rien, rien. La population ne réagit pas. Et donc, ça veut dire que ils pourront plus faire une opération, en tout cas pas avec la génération qu'on est, là, de faire une opération pandémique encore une fois. Ça fait que ça, on peut, je pense, du revers de la main, balayer ce truc-là. Euh, Au fond, ceux qui faisaient toutes ces opérations-là sont en perte de vitesse. Donc, on peut quand même observer le fait qu'il y a beaucoup moins, le terrorisme, il y en a beaucoup moins en ce moment. Les opérations les Grosse révolutions de blague. couleurs, Mm. il y en a pas plein là, en ce moment. Il y a pas de, alors qu'il y a beaucoup de gouvernements dissidents, ben, les tentatives deviennent de plus en plus éclaircies. Et donc, on s'en va. Moi, je pense pas qu'il va arriver une autre grosse affaire choc parce que, en plus, j'ai l'impression qu'ils veulent éviter le crash économique. Parce qu'il y aurait déjà toutes les raisons. S'ils voulaient faire un crash économique comme en 1929 ou en 2008, il y aurait toutes les raisons là, pour le faire, là. Ils pourraient le faire tout de suite. Mais je pense qu'ils ne veulent plus faire ça parce qu'ils ne veulent pas maintenant perdre leur bille. Faut pas oublier que, et en 1929 et en 2008, les gros s'en sont très bien sortis, là. C'est les petits qui ont été éliminés, là. Et donc, aujourd'hui, le risque serait que les gros soient éliminés parce qu'ils n'ont pas un gouvernement qui serait là pour soutenir la reprise des gros. Tu sais, Obama, en 2008, avait versé, bon, en équivalent d'aujourd'hui, de plusieurs trillions de dollars, là. Je pense que c'est l'équivalent de 8 trillions de dollars pour sortir les milliardaires de la faillite. Tu sais, t'aurais pas ça aujourd'hui, là. Et donc, je pense que même le crash complet économique qui, au cours de l'histoire, a toujours été des manipulations par les banques, je pense que ça, ils vont vouloir l'éviter aussi. Ah, wow. Donc, les probabilités de guerre mondiale, je pense, contrairement à ce qu'on nous raconte, vont en s'amenuisant aussi parce que les options de ça se ferment de plus en plus et il y a trop de pays puissants maintenant qui seraient alliés contre les derniers pays mondialistes qui sont pratiquement impuissants militairement. On peut le voir avec l'OTAN en Ukraine qui ne fait face qu'à la Russie, là. La Chine n'est pas impliquée du tout, là, et l'Inde n'est pas impliquée du tout, et bon, etc. Mais Donc, hmm. alors justement, vu que tous ces narratifs semblent, comme tu le dis d'ailleurs, et c'est très encourageant, tomber à l'eau, est-ce qu'ils vont pas se rabattre sur des grosses, comment dire, le Blue Beam Project par exemple, avec Hmm. un récit narratif sur une possibilité d'une invasion extraterrestre pour fédérer le monde entier derrière Non, les gentils terriens? non. Ben non. En fait, des opérations de ce genre-là, avec l'esprit critique qui est en plein développement au niveau de la population, là, l'esprit critique est Ouais, quand même en train de gagner du terrain, là. ouais. Donc, évidemment, une opération quasi farfelue là, Hmm. d'invasion extraterrestre T'étais d'accord que risque. c'était leurs objectifs au départ, que ça existe bien, le Blue Project. Oui, ben oui, 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 ça se peut par les hologrammes et tout ça, mais en même temps, tu sais, il y a plein de projets qui sont en réalité très théoriques, Voilà. qui sont très grandiloquents, mais les dernières,
la plupart des dernières, des grosses opérations qui ont été faites de complots, là, de réels complots, se sont revirés contre eux, là. Depuis 9/11, en fait, là, 9/11, il y a, je pense, que on est près de 65% de la population américaine qui ne croit pas le narratif, là. Ah ouais. Et c'est énorme, là. 65% de la population, ça veut dire 2 personnes sur 3 pensent que le gouvernement a menti là, par rapport à cette. Donc, je Ça pense marche que plus. Ouais. non, c'est ça, ça marche plus et plus ça va aller, moins ça va marcher. En fait, je pense que je te l'ai dit la dernière fois, mais la révolution de Trump, c'est encore plus important qu'on pense, qu'on peut l'imaginer, parce que Trump, ça fait 2000 ans que les peuples se font gouverner par le mensonge, là. L'empire du mensonge, c'est pas récent, là. C'est au moins depuis l'Empire romain là, qu'on est dans le complot, puis dans le mensonge et tout ça. Et ça a toujours été comme ça. Et Trump est en train de faire perdre la possibilité de gouverner par le mensonge parce qu'il pousse et ouvre l'esprit critique de la population. Et ça gagne du chemin là, constamment, là. Donc, plus ça va aller, moins les gouvernements vont pouvoir mentir et comploter contre les populations. Mais c'est énorme. C'est 2000 ans d'histoire qui sont en train de terminer. C'est pas juste 200 ans, là. C'est la possibilité de gouverner par le mensonge qui est en train d'être perdue. Et moi, je suis très encouragé par ça parce que j'ai l'impression que peut-être pas 100% de la population, mais on en arrive très bientôt à une masse critique des gens qui comprennent qu'il faut toujours remettre en question ce qu'on leur raconte, là. Et à partir de ce moment-là, là, c'est vraiment, il va falloir que les gouvernements travaillent pour la population parce que on a un réel poids démocratique en bout de ligne. Ah ouais. Ah, tu es un fin limier, on le sait, de la géopolitique internationale. On te la fait plus, on te la raconte plus. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as encore appris de nouveau ces 6 derniers mois qui a changé quelque chose dans ta vie? Hmm. Je te dirais que ce que j'ai appris de nouveau, ça concerne l'histoire, en fait. Euh, et ça concerne pas l'actualité. Dans l'actualité, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont surpris parce que la plupart de ce que j'ai entendu ou vu allait dans le sens de ma compréhension, en tout cas, de ce qui est en train de se passer. Et il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches pour mon quatrième livre, Livre? en fait. Et ouais, c'est ça, mon quatrième livre. Et les recherches m'ont fait revisiter des trucs d'une façon complètement différente. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, je comprends beaucoup mieux l'histoire du 20e siècle que à l'époque où j'ai écrit Guerre et mensonges. J'en sais beaucoup plus et c'est ce que je vais écrire maintenant. Je me rends compte que le plan américain était beaucoup plus complexe que pour prendre le contrôle du système financier mondial et pour en venir à contrôler l'appareil d'État de toutes les nations de la Terre. Ce plan-là est extrêmement complexe, avait plusieurs facettes et c'est ce que je suis en train de disséquer, là. Et ça m'a permis de comprendre des événements que je pensais qu'il n'y avait pas d'importance là-dessus, comme la guerre d'Algérie, par exemple, ou l'indépendance de l'Inde. Et de me rendre compte que, et même la création de la Banque mondiale, je comprenais pas son rôle, et donc, il y a beaucoup de résultats de recherche là, qui m'ont surpris, qui m'ont ouvert les yeux au fond. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous Ouais. donner, alors je sais que tu n'es pas un voyant ni un devin et que tu ne crois pas à tout ça, mais quand Mm. même tu as une expérience Non. et un ressenti et un esprit analytique hors norme. Mm. Est-ce que tu peux nous dire, d'ici Noël,
quels sont tes pronostics sur Mhm. l'évolution des plus grands événements de l'actualité? Est-ce que tu peux, parce que tu t'es jamais trompé déjà par le passé, Mhm, mhm. l'histoire t'a donné raison sur beaucoup de points. Est-ce que tu oses nous faire des déclarations pour la fin de Ben, l'année, d'ici la fin de écoute, l'année? moi je pense il y a encore des dirigeants mondialistes qui vont tomber. Donc, eux c'est une espèce en voie de disparition. Donc, d'ici Noël, bon, c'est seulement quelques mois, mais on peut imaginer que les prochains à tomber seraient probablement Macron, Netanyahou, Starmer et Merz, même s'il vient à peine d'être élu, c'est vraiment les représentants d'une race Et donc, tous ces gens-là, peut-être pas d'ici Noël, mais c'est des gens qui vont tous disparaître un Mhm. après l'autre, là. Euh, Ursula? oui, ben moi je pense qu'éventuellement j'ai l'impression, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que très bientôt États-Unis, Chine et Russie vont être capables de travailler ensemble pour détruire l'Union européenne. Donc, on sait que la Chine, quand Ursula von der Leyen était en Chine, a été très mal reçue. En fait, elle a dû passer par la classe touristique et a eu droit à un hôtel non payé par le gouvernement, etc. Donc, la Chine n'est pas du tout favorable au mondialisme de l'Union européenne. Trump non plus avait refusé, en tout cas jusqu'à tout récemment, je ne sais pas s'ils sont parlé ou pas, mais refusait de parler à l'Union européenne parce qu'il voulait parler aux nations séparées, d'où sa réception de Starmer, de Mélanie, de Macron, etc. Mais j'ai l'impression que comme c'est peut-être la dernière entité belliciste encore, parce qu'elle représente encore le mondialisme, je pense que les pays qui se dirigent plutôt vers la multipolarité vont avoir suffisamment de poids pour s'allier ensemble et créer une pression qui va faire un retour à l'Europe des nations. Je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais ça va se faire. Moi, j'en suis persuadé. Et je pense pas que l'Union européenne et l'OTAN vont survivre au Trumpisme, peu importe combien de temps il dure. Et les Nations Unies, est-ce qu'elles vont encore jouer un rôle important ou elles vont aussi appeler à se Ça va être dissoudre? Ça va être soit on jette tout à terre comme dans le cas de la Société des Nations et on recommence avec l'ONU, soit on va la réformer de fond en comble et on va en extraire toute l'idéologie mondialiste et plutôt la remettre là où elle était supposée travailler, c'est-à-dire de trouver des points d'entente entre les différentes nations et non pas à être un vecteur d'une idéologie mortifère comme le mondialisme, là. Ça fait que Poutine, lui, veut la réformer, Trump veut la mettre à terre. On va voir qui a raison, mais que le nom change ou pas, l'intérieur de la carcasse va changer en tout cas. Le Proche-Orient, la situation au Moyen-Orient, est-ce que tu peux y entrevoir une paix réelle sur de nouvelles bases hors du Oui, contrôle occidental? ben oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de pays qui, de toute façon, ils veulent la paix, là, autant. Je pense Poutine, la Chine, Trump, c'est tous des gens qui veulent la paix, qui veulent faire fonctionner l'économie. Donc, euh, Et même les je pense que... Israéliens, certains Israéliens Ah ben oui, à l'intérieur du pays qui se révoltent, comme tu dis, ben, tu sais, contre leurs il dirigeants. il y a probablement, comme les citoyens canadiens se sont réveillés par rapport au gouvernement canadien, je pense qu'il doit commencer à avoir des Juifs qui commencent à Absolument. comprendre que le sionisme les a manipulés. Et donc, et ça, c'est certain que c'est pour ça qu'on peut pas faire un amalgame d'ailleurs entre l'antisémitisme ou l'antisionisme, là. Il n'y a aucun amalgame possible parce que c'est même quand les Juifs se révoltent contre les sionistes, hein, on appelle ça comment à ce moment-là? Ils peuvent pas être antisémites, là. Et Absolument. donc, non, c'est ça. Là, je sais même plus où ce qu'on était rendu avec ça, mais
Si tu envisageais, ou si tu Ah voyais oui, la une paix. paix Ben possible au oui, c'est ça. Proche-Orient. Oui, c'est ça. Ben oui, évidemment, ça va prendre. Le plan du Grand Israël est mort. Donc, je pense que peu importe la solution qu'il va y avoir, une solution à deux États, une solution dans un seul État partagé, l'expulsion des Juifs, ou peu importe ça va être quoi la solution, il va falloir qu'on trouve un modus operandi qui est final et qui n'est pas que temporaire et en attendant la prochaine guerre. Et il va falloir qu'on laisse de la place pour les Palestiniens pour vivre. Ils ont toujours été là, il faut Mm. l'admettre là, maintenant. Et il va falloir que s'il y a des Israéliens qui veulent continuer à être Israéliens, qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'eau dans leur vin aussi. Donc, mais c'est certain que c'est- faut plus que ce soit une mèche que l'on puisse rallumer à chaque C'est fois ça, qu'on veut c'est un ça, conflit. c'est ça. C'est ça. Et d'arrêter de faire des conflits pour le pétrole aussi, là. Mm. Sylvain, une fois de plus, on conclut nos entretiens sur des grands messages d'espoir et beaucoup Ouais. d'ouverture que tu parviens à transmettre et je te suis très reconnaissante. Je voulais aussi te dire que c'est grâce à des êtres de ta qualité qui ne cessent jamais de nous informer des différents niveaux de lecture de l'actualité, Mm. grâce à des gens comme toi qui nous permettent de ne pas tomber dans de la propagande, qui permettent de mettre de la conscience sur ce qui ou ceux qui nous gouvernent. Et ben, Ouais. je te remercie infiniment, Sylvain, parce que c'est un véritable engagement de ta part, presque une mission, même si tu n'y crois pas, Ouais. tu es presque un missionnaire. Mais je sais Un missionnaire pragmatique, très terre à voilà, terre. ça te va très Oui. bien. Tu es un missionnaire pragmatique, généreux Oui, c'est ça. et sympathique. Et en plus, je fais des Ouais. vers sans en avoir l'air, Mm. comme Victor Hugo sur son petit pot. Merci Ouais, comme beaucoup. Baudelaire. Je sais pas si tu as Ok. une dernière chose à dire, carte blanche à tous tes auditeurs, tes sympathisants et les auditeurs de Planète Vagabonde. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Ben, faut juste garder confiance dans ce qui est en train de se passer, puis et, et, et ne pas, ça donne pas grand-chose en ce moment de chercher à convaincre tout le monde parce que c'est en train d'arriver de toute façon. Et les bonnes choses sont en train d'arriver de toute façon. Donc, renouer vos liens avec les gens et tout ça. Un peuple uni est beaucoup plus fort et c'est ce que le gouvernement ne veut, vos gouvernements ne veulent pas. Donc, c'est le moment pour ça. Puis s'il y en a qui sont capables d'écouter et d'ouvrir leur esprit, ben, allez-y, entrez, foncez. Célébrons la vie, et rassemblons-nous. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Plaisir. Je rends l'antenne et encore un gros bisou et à bientôt pour un nouvel entretien dans quelques mois si tu es d'accord, parce qu'on t'aime beaucoup, Ouais, beaucoup sur la ben chaîne Planète génial. Vagabonde, hein. Mais merci beaucoup. Bye Merci à tout bye. le monde. Bye bye. Bye bye.